Novembre 2020 égrène ces dernières heures, minutes et secondes. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans 90 minutes au Bénin. Lentement mais sûrement, Patrice Talon poursuit son périple pour le compte de la deuxième phase de la tournée nationale qu'il a démarrée jeudi 12 novembre. Une descente de Patrice Talon dans plusieurs régions du Bénin, Colline, Borgou, Alibori, Atakora, Donga, Mono, Koufo, et puis le Zou à présent. Bientôt la quarantaine franchie. Après le Mono Koufo, c'est de tout le département du Zou de lui dresser tapis rouge, échange avec la population pour vivre les réalités du terrain. La richesse culturelle béninoise aussi n'y est pas. Du reste, avec ses compatriotes, une frange des forces vives de chaque localité, Talon fait le point des réalisations et autres chantiers en cours sous le quinquennat qui s'achève. Des messages forts, des annonces, des vérités aussi amusantes qu'elles puissent paraître. Le chef de l'État dit les choses telles que ça se conçoit par ici. Un peu d'ironie, on se lâche quelque peu pour détendre l'atmosphère de serrage de ceinture, l'enseignement, l'agriculture, l'infrastructure, la lutte contre la corruption, le rendez-vous électoral de 2021 qui cristallise aussi et d'ailleurs toutes les attentions. L'appel de Talon au maire depuis Diakotomé reste plus que d'actualité, analyse de ces différentes postures autour de ce plateau et dans les 30 minutes avec Sergino Lokossou. Bonsoir Sergino. Bonsoir Eman, bonsoir. Bienvenue. Et bienvenue à Bassagan, bienvenue. Bonsoir. Merci, bienvenue. Bonsoir Eman. Et puis en fin d'émission, juste après le JT également, le Grand Oral de ce soir reçoit un acteur politique, président de l'Alliance Nord-Sud et ActuWeb, qui revient également sur cette actualité. On dira aussi un mot au sujet de cette décision de la Cour africaine qui ordonne abrogation de la Constitution du 11 décembre révisée. Quel sort pour une telle décision? Vous êtes sur 90 minutes au Bénin. Voici pour vous installer les unes de la presse. On ne va pas le quotidien maison fraternité, application de la loi sur le financement public des partis, les conclusions de la mission de contrôle de la Commission électorale nationale autonome, un plaidoyer dans les prochains jours à l'endroit du ministère des Finances, 9e édition de la quinzaine nationale de l'emploi. Le message du ministre Modeste Tiunté Kérékou. Matin libre, promesse politique, semaine du récépissé des démocrates. Premier test grandeur nature pour Patrice Talon et puis étudiant tué par balle à l'UAC. La Cour s'y penche ce mardi. Nord-Sud quotidien, mauvaise gestion des deniers publics. Les vérités de Talon à Abomey, puis du programme Wouri, la deuxième chance pour les non-inscrits au RAVIP. Libération, nouvelles étapes de la tournée présidentielle dans tout le Bénin. Accueil royal pour Talon dans le Zou, appui à la décentralisation. L'État débloque plus de 16 milliards pour les communes. Le matinal, tournée présidentielle, les vérités de Talon à Abomey et puis contestation de la date du premier tour de la présidentielle de 2021. Encore un mauvais combat du parti. Les démocrates, le progrès, tournée nationale du chef de l'État, retour sur les réalisations du gouvernement dans le Zou. On passe à un autre quotidien, sinon à un autre titre, toujours au progrès. Élaboration du budget de l'État, gestion 2021, plus de 59 milliards de francs CFA pour le ministère de l'Énergie. Émergence Info. Tournée du chef de l'État dans les communes du Bénin, Patrice Talon tient de plus en plus un discours moralisateur. Et puis, du chef de l'État dans les communes du Bénin, les femmes guerrières de rupture et leurs parrains accompagnent l'événement à travers ces coordinations quotidiennes. Les 4 vérités pour une vraie transition énergétique au Bénin. Le ministre Donan Oussou sublime avec un budget de plus de 59 milliards pour 2021, présidentielle 2021, la coordination de Ma Voix Compte, reçu par le président Joseph Djogbenoué, fini par le quotidien Bénin Intelligent, élection professionnelle 2020, les actions de développement de la COSI Bénin. Noël Chadaré dévoile les arguments de campagne, puis crise et crime à l'université, le sens d'un ouvrage historique. Dilapidation des ressources publiques, Talon décrit le mode opératoire. Fin de cette une des journaux, c'est parti pour le duel.
Eh bien, je retrouve mes deux débatteurs du jour. Bienvenue et puis Serge Hénaud, chers confrères, soyez les bienvenus. Merci. Après un week-end sans doute bien passé. Oui, c'est bien passé. N'est-ce pas? Vous étiez aussi dans le zoo avec le chef de l'État? Non, je n'étais pas dans le zoo, mais je l'ai suivi à travers les médias. Je l'ai suivi. Les médias, quels médias? Les réseaux sociaux. Et vous étiez aussi dans le zoo? Peut-être un crochet pour voir ce qui s'y passe. Quand même, vous savez que la presse n'a pas été fortement associée, seulement là, c'est la presse gouvernementale, donc on suit les choses de loin. La cellule de communication. Donc, voilà. Donc c'est pour ça, on a suivi les choses et donc on continue de suivre. Justement, que retenez de ce périple du chef de l'État, même s'il n'a pas suivi, vous avez suivi de loin? Qu'est-ce que vous retenez concrètement? Il faudrait dire que c'est une sortie qui valait la peine. Bon, il n'a pas encore fini, et donc permettez-moi de le dire pour ce qui a été déjà fait. Et quand vous voyez un peu cette sortie du chef de l'État, cela a permis d'ennihiler certaines contre-vérités que des gens avaient sur le terrain. Vous savez, en raison du fait qu'au départ, d'abord, le gouvernement de Patrice Talon a choisi la normocommunication et donc ne voulait pas donner plus de détails sur un certain nombre d'éléments. Cela a permis à ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions, je préfère le dire de cette façon-là, ce n'est pas pour dire que ces gens-là qui ne partagent pas les mêmes opinions que le chef de l'État reste dans cette logique. Ce sont des contestataires éternels, c'est-à-dire tant qu'ils auront Patrice Talon en face d'eux, ils vont jamais changer. Alors le deuxième élément, c'est que quand vous voyez tout ce qui a été dit et qu'aujourd'hui le chef de l'État, il fait sa descente, il explique les différentes actions, tout ce qui a été fait jusque-là et il donne des détails, le peuple arrive à comprendre ce qui s'est réellement passé. Et avec la dose, en tout cas, d'ironie et d'humour par moment. Est-ce que vous êtes sûr que le peuple a vraiment compris ce qui se passe ou tout ce que Talon a fait durant le mandat qui s'achève? Vous savez, Talon a choisi une stratégie. La stratégie, elle consiste à prendre les représentants du peuple, ceux qui peuvent avoir d'influence sur la population. Vous voyez le jeu en réalité. Or, cela ne serait pas efficace ou je dirais même efficiente si on allait seulement voir ceux qui sont de la population, en tout cas la population directement. Il faut nécessairement aller chercher ceux qui peuvent influencer, ceux qui peuvent avoir une voix, en tout cas d'autorité sur ces différentes personnes-là. Et donc c'est le choix qu'il a fait. Et donc c'est pour dire que nous ne voulons pas, il ne veut pas en tout cas avoir en face de lui la masse, mais le peuple réellement. Et donc c'est pour ça cette stratégie adoptée, il faudrait saluer cette démarche-là parce que ces autorités ont toujours des gens qui les soutiennent. Et donc, grâce à ça, ils peuvent influencer sur les autres. Des autorités qui sont présentes à ces différents rendez-vous avec le chef de l'État, Patrice Talon qui parle de diamants et de... Oui, il est allé en fond sur toi. Et des autorités qui applaudissent. Oui, sur toi, Abomey, parce qu'il sait le mode opératoire en fait. Et il est en train de décrire le mode opératoire de comment l'argent public qui devrait normalement servir à construire le pays est partagé entre les autorités à divers niveaux. Était partagé ou est partagé? Et était partagé, on va dire, parce que avec tout ça, il ne se partage plus. C'est pourquoi le peuple en rit, et lui-même, il en riait à gauche des déployés. Et moi, il disait, le président, il riait fortement. Il dit, là, il a d'expliquer, il allait plus loin en disant que quand il rentre, enfin, il parle des autorités, quoi. Quand ces autorités rentrent chez eux au village, on dit que le grand frère là, et c'est lui qui partage de l'argent, et il y a un rang qui se fait pour distribuer de l'argent. Et ça, il n'a pas menti. Moi, j'ai vécu ça une fois, toujours dans cette commune d'Abomey, j'étais allé rencontrer un député, mais devant son portail, il y avait un monde fou qui l'attendait, et il me faisait comprendre que, en fait, il y a un an qui sont là pour qu'ils puissent les aider à des besoins distanciels, les enfants et tout. C'est la routine. Et quand tu es autorité, tu dois le faire. Et moi, je me demande combien il gagne pour pouvoir le faire. Pour la plus de trentaine de personnes qui étaient devant son portail, il gagne combien pour subvenir d'abord à ses besoins, aux besoins de ses enfants, de ses femmes, de ses enfants, de ses femmes à lui, de ses femmes. Oui, parce que la plupart du temps, ils prennent beaucoup. Il a dit plusieurs femmes parce qu'il gagne de l'argent. Et quand vous gagnez de l'argent, il y a des vices qui se développent. Et la plupart du temps, c'est des gens qui aiment les femmes et donc qui aiment soutenir les femmes, on va dire. Donc le président, il a essayé de décrire un peu ce qui se passe. Et c'est dommage. Et parce que au lieu d'offrir du poisson aux gens, il faut
quand même leur apprendre à faire la pêche. Et donc, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est pourquoi on a ressenti à un moment donné que vraiment il y avait le CCRA de ceinture, que ça ne va pas. Et le président disait que ça ne va pas parce que l'argent du pays n'est plus distribué entre les autorités, l'argent qui devrait servir à construire le pays. Et donc, c'est ça qui fait que nous avons aujourd'hui la construction des routes, la coupure d'électricité qui a diminué d'une manière ou d'une autre, et puis beaucoup d'autres choses, beaucoup de réformes, les stades qui sont en cours. Et donc, je pense que il a expliqué pour faire comprendre aux populations ce qui ne va pas réellement. Mais ce que moi j'ai noté, de part et d'autre, le discours n'est pas le... On va d'abord prendre l'avis de bienvenue sur cette actualité-là. L'info qui apparaît au village, et puis Idjama. Oui, non mais le chef de l'État a raison. Et vous allez remarquer que le chef de l'État aussi, dans son discours, il n'a pas nié qu'eux aussi, ils avaient participé à cela. Même s'ils sont nombre restreint. Ils sont sur quoi? Non, lui-même il reconnaît parfaitement, et donc il ne s'écarte même pas de cela. Il faut aimer cette franchise-là du chef de l'État. C'est comme le volet d'hier qui vient de croire en Jésus-Christ, et donc on ne doit plus lui considérer cet État-là. Mais c'est ce que dans l'opinion publique, quand il a dit ça, vous avez remarqué, les gens se sont dit, mais lui aussi, il avait participé à ça. Donc ça veut dire que quand j'écoute les gens, c'est comme si personne n'a droit à la repentance. La personne s'est repentie, parce que quand quelqu'un se repent, qu'est-ce qu'il fait? Il fait témoignage à l'église quand même. Il fait témoignage pour servir des autres. Voilà, donc c'est la pédagogie par les autres. Il reconnaît que même eux aussi, même lui aussi, il a fait part. Il voit que c'est un mal et qu'il ne faudrait pas que cela continue. Il faut à un moment donné donc rompre les amas de ce genre de comportement-là. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et pour le dire, il faut un ton humoristique pour le dire. Et c'est ce que le chef de l'État, il fait d'ailleurs. Et donc, si pour certains considèrent aujourd'hui que lui-même, il a participé à cela, et que pourquoi il est en train de dire ça, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il fallait continuer comme ça. Quand Sergino décrivait une situation, oui, effectivement, moi, juste un conseiller communal, je l'ai accompagné beaucoup de fois. Mais ce que j'ai vu... Vous gardiez le sac, c'est ça? Non, je l'ai accompagné dans une autre initiative, c'est clair. Et donc, mais je remarque qu'à chaque fois que des personnes viennent souvent lui demander de service. Mais je dis, mais un conseiller communal, qu'est-ce qu'il gagne? Quelqu'un vient aujourd'hui, il dit que son enfant a telle situation, il faudrait qu'il donne de l'argent. Il donne 20 000 aujourd'hui. L'autre vient le deuxième jour, il va donner 5 000. Et le jour où il ne donne pas, la personne considère que c'est un peigne. En réalité, personne n'est peigne. C'est parce qu'on programme ce que nous dépensons. C'est pour ça, sinon il n'y a jamais de peigne. En réalité, c'est parce que chacun programme qu'on dit que lui, il est peigne. Et donc, si l'autorité aujourd'hui, il ne trouve plus ces opportunités-là, parce que ce ne sont pas ses salaires, son salaire qui faisait ce travail-là. Il faut le dire en toute franchise. La personne a déjà des dépenses familiales. Et parce que quand le niveau de vie augmente, c'est-à-dire le standing aussi augmente, il faudrait le dire. Et donc, il doit payer un certain nombre de choses et répondre à ces obligations. Qu'est-ce que vous lui dites de faire à partir de ce moment-là? Il doit aller fouiner dans la caisse de l'État pour dire que détourner de l'argent. Et donc, il faudrait que l'opinion publique, ce qu'on dit aujourd'hui, quand le chef de l'État dit qu'il faut serrer les ceintures et donne son explication, beaucoup n'ont pas compris la démarche dans laquelle était le chef de l'État. Est-ce qu'il n'a pas fallu dès le départ que Baptiste Zaon dise que c'est pas, il ne s'agit pas de tout le monde et que c'est juste ceux qui volent de l'argent des deniers publics qui devraient se laisser. Parce que quand il a dit ça tout de suite, tout le monde s'est mis à se serrer les ceintures. Ils volent l'argent. Et donc ceux qui travaillent loyalement, qui gagnent leur vie loyalement. Ils volent l'argent. Comme nous, comme vous et moi. Ils volent l'argent pour qui? Ils volent l'argent pour le peuple. Parce que le président l'a dit. Vous avez dit le bas peuple. Que tout le monde est dedans. Et que tout le monde est dedans. Tout le monde en bénéficie. Et quand c'est le ministre qui prend, c'est ça rejaillit sur le maire, enfin le préfet, le maire, puis les conseillers, puis le chef du village. Et finalement, ça réussit sur tout le monde. Donc je pense que c'est un peu... enfin, le champ d'application est très large. Et donc le président l'a expliqué. Moi, je pense qu'il faut véritablement travailler à corriger ça. Nous avons besoin de construire notre pays. On a besoin de construire le pays. Il faut que chacun puisse se contenter de ce qu'il a. Et moi, ce que j'aurais souhaité, c'est qu'on donne l'opportunité à ces populations qui frappent souvent la porte aux autorités pour demander de l'argent, qu'on leur donne l'opportunité de travailler et de gagner eux-mêmes ces sous-là pour ne plus permettre... Parce que le député donnait, parce que le maire donnait, parce que le conseiller donnait, que la population se dise, oui, voilà, c'est ça. Maintenant, il faut créer des emplois, il faut créer... Je vois que les emplois sont là, il y a des bonnes dames qui passent de maison en maison, l'autre devient demander, est-ce qu'il y a des linges
à laver, est-ce qu'il y a des trucs à laver, on vous dit, donnez-moi de l'argent. Mais de plus en plus, de plus en plus dans les grandes villes, la tendance est... Le problème, la question, c'est de savoir, est-ce qu'on devait rire? Parce que justement, quand le chef de l'État parlait, c'est vrai que le mot qu'il a utilisé pour pouvoir faire passer le message, mais on voit que dans la salle, il y a des autorités, d'anciens maires, d'anciens députés, des députés en fonction des ministres en fonction, de leur fonction, mais qui applaudissaient, qui d'accord qu'on parle des autres. Non, ce n'est pas qu'on parle des autres. Vous savez que c'est comme si c'est une histoire taboue. C'est-à-dire cette affaire-là, et que le chef de l'État lui-même, parce qu'ils savent réellement que par le passé, le chef de l'État était aux côtés. Donc il maîtrisait quand il n'était pas aussi chef de l'État, parce que c'est un homme d'affaires. Lui, dans sa posture, je ne peux rien lui refuser. Mais un homme politique qui se transforme circonstanciellement en affairiste politique, c'est ça là qui est mauvais. Et donc, ce qui se faisait, vous avez vu, aujourd'hui, puisqu'on a fermé les vannes, par exemple, quelqu'un pouvait donc s'offrir des dépenses de luxe, c'est-à-dire en construisant de manière faramineuse et comme il veut. Mais aujourd'hui, pour construire, c'est-à-dire c'est difficile. Le maçon qui bénéficiait de ça. Vous voyez, c'est le truc aujourd'hui. On vient de Cotonou pour aller prendre du café. C'est-à-dire à Paris, le week-end à Paris est revenu. Mais il y a des voilà. Donc tout ça là, on a essayé de réduire ça. On réduit toutes ces facilités que. Donc ce qui fait d'ailleurs même c'est que beaucoup ressentent cela, que ce soit cette dame là qui bénéficiait de ces opportunités là, ces femmes qui sont en détresse comme ils le disent, et donc parce que c'est les hommes là qui disent ça, qu'elles sont en détresse, donc ils ne font que les soutenir. Et donc si ces femmes là aujourd'hui ne trouvent plus ces éléments là, parce qu'on ne doit pas, c'est là où il faut changer le paradigme de la société. Il faut montrer aux gens que c'est en travaillant qu'on gagne sa vie, parce qu'on est tellement habitué à l'argent facile, ce qui fait qu'on ne veut rien faire pratiquement. Or, vous êtes en train de faire un travail, elle travaille, l'autre ne fait pratiquement rien, mais elle est toujours avec ces messieurs-là, on lui tape un bon véhicule, c'est elle qui sait faire la grande dame du quartier, c'est elle qui sait bien habiller Visco tous les jours, et donc vous voyez un peu... Finalement, est-ce qu'on n'est pas un peu jaloux de ces dames qui sont détenues par les grands hommes de ce pays? Est-ce qu'on n'est pas jaloux finalement? Pendant que nous on est à moto, en train sous la pluie, sous le soleil, il y a la jeune fille du quartier qu'on a vu grandir, qui s'assoit avec il avait 6. Ce sont des faits de société, du communauté. Qui révolte, c'est ça? Non, ça ne révolte pas, mais c'est pas décent. C'est pas décent. Ça n'avance pas le pays. Et donc, c'est l'argent du pays qui est détourné pour pouvoir permettre à ces dames, enfin, pour pouvoir donner la belle vie à ces dames. Et donc, je pense qu'avec ces sous-là, on peut réaliser de grandes choses dans nos villes, des campagnes. On peut construire des adductions d'eau, parce qu'il y en a encore et qui font des quarantaines de kilomètres avant de prendre de l'eau. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut quand même arriver à construire des adductions d'eau dans les villages et non seulement rendre gratuit ces adductions d'eau pour permettre à la population d'aller prendre de l'eau sans payer 10 francs, 25 francs avant de trouver de l'eau. En tout cas, depuis Wéhi, Patrice Talon l'a dit, le Bénin est déjà sur la route de développement. Est-ce que vous avez cette impression là? Oui, le Bénin est sous... Et que désormais, on ne va plus appeler le petit frère Nfo. On va appeler la petite soeur Ndao. Parce qu'elle a de l'argent. Parce qu'elle a de l'argent. De l'argent qui n'est pas du tout nickel. Quand vous suivez un peu dans certains cercles, on vous dit que quand vous faites des débats concernant l'argent, on te dit, tu connais celui qui est le président de la République. C'est telle personne. Donc, il faut travailler pour mériter ce que tu viens de demander. Et donc, moi, je pense que quelque part, il y a quelque chose qui a été amorcé en matière de développement dans le pays. Il faut le reconnaître. Il y a quand même des routes qui sont construites. Il y a des zones pour venir ici. Entre-temps, pour venir ici à Canal, il fallait, si tu dois prendre pas des ruelles, les ruelles n'étaient pas autant belles, autant jolies que ça. Aujourd'hui, il y a des pavés, il y a des lumières. Donc, la nuit, même après 0 heure, ne faut pas inciter les gens à déménager locatif. Tu veux venir, tu peux parcourir Canal 3, les ruelles de Canal 3 sont vraiment éclairées, il faut l'avouer. Donc, quelque chose a été fait. Et même à l'intérieur du pays, et quand vous suivez un peu les déclarations des dames, des mères qui reçoivent le président de la République, c'est que quelque chose a été fait. Et donc, ils souhaitent encore que ça continue pour le développement du pays. Et on ne peut qu'encourager ça. Et ce qu'il faut également encourager, c'est que tous les secteurs soient impactés. Je ne cesse de le dire, pour que chaque Béninois, qu'il soit
du secteur de la presse, du secteur de l'économie ou pas, qu'on puisse ressentir véritablement les réformes dans le quotidien de tout un chacun. Moi, je comprends que tout d'un coup, on ne peut pas arriver à embrasser tous les secteurs au même moment qui t'offrent là. De toute façon, depuis le jour, il a parlé de l'agriculture, il a parlé de l'éducation, il dit que au niveau de l'enseignement, que c'est parce que le niveau des enseignants laissait à désirer, qu'on n'a pas pu pouvoir... Il y a beaucoup de gens qui ont partagé tous les enseignants. La vérité pourtant là, je suis dit au niveau du ministère, moi je me demande à un moment donné du ministère de l'éducation, surtout de l'éducation secondaire, et l'enseignement secondaire, je voudrais même dire, et quand vous voyez un peu les différents actes, je me demande, est-ce que réellement ces actions-là sont mieux contrôlées? Vous voyez les tests des aspirants, voilà encore un autre test qui est lancé en urgence, et il y a des gens, et en fait il faut trouver une nouvelle méthode, et la méthode qui est en train d'être utilisée selon moi est un peu biaisée, permettez-moi de le dire de cette façon-là, parce que quand vous voyez qu'il y a des gens qui ont de la compétence qui sont sur le terrain, vous savez, le métier d'enseignant, ce n'est pas un métier où vous allez acquérir toutes les choses, c'est-à-dire en faisant juste un test. Il faut le dire, c'est en étant sur le terrain que l'expérience vous fait. Et donc, à partir de ce moment-là, il faudrait trouver des méthodes. Par exemple, dans l'enseignement technique, vous allez remarquer qu'il y a une catégorie qui n'a pas fait le test. Et on les appelle les formateurs. Et donc, aujourd'hui, ils n'ont pas fait le test, mais ils continuent de travailler. Tout récemment, ils ont fait sortir la deuxième liste parce qu'il y avait une première liste qui a été suspendue. Et donc, une deuxième est sortie. Et ces gens-là sont déployés maintenant. Pourquoi on n'a pas fait de test dans l'enseignement technique? Est-ce que finalement, ce que Patrice Talon dit, ce n'est pas juste la face cachée de l'iceberg qui est en train d'être c'est bien possible. Moi, je le dis souvent, les enseignants, qu'ils souffrent que le chef de l'État s'exprime de cette manière, mais je dis, ils ont une mission très importante parce que de la qualité du développement du pays dépend de la qualité de nos enseignants. Si on n'a pas des enseignants qualifiés, et moi je le dis souvent, les enseignants sont comme les applications de données téléphone portable. Il faut les actualiser. Il faut faire la mise à jour de façon quotidienne. Et moi, je veux demander à nos dirigeants d'organiser des formations pour ces enseignants. Tout ne suffit pas d'organiser des tests pour les recruter. Voilà. Mais après les tests, on sait que, la plupart, enfin, ce sont les dirigeants qui parlent, c'est eux qui organisent les tests. Et quand vous les suivez, c'est que le niveau n'y est pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut former les enseignants. On doit les former parce qu'il a rappelé, on ne peut pas choisir un enseignant après un test seulement, mais il faut que ça soit de façon continue. Il faut suivre l'enseignant. Quelle est la méthodologie qu'on met en place pour suivre nos enseignants? Je ne pense pas. On les recrute, on les affecte et puis c'est fini. Il y a même des gens qui ont fait l'école normale supérieure. Quand on dit que ces gens-là n'ont pas de niveau, je me dis, alors ce n'est pas la faute à ces enseignants-là. Il faudrait préciser. C'est vrai que l'enseignant, ce n'est pas un vin qui se bonifie. Il faudrait nécessairement. Mais quand on se cantonne sur le test pour dire que c'est le seul itinéraire par lequel on peut les mettre en service, moi je dis non. Parce que tu peux te réveiller sur un mauvais pied, sur le pied gauche, le jour de la composition. Et ça peut ne pas. De toute façon, on va prier que les gens se réveillent de bon pied. Oui, la une seule fois, c'est un bout toujours. Moi, enseignant, je veux qu'on fasse un test et justement, Patrice Talon depuis Wiki, il dit, je reviendrai en début janvier et je vous parlerai de l'élection présidentielle de 20h. Ça veut dire qu'il s'est fait la part des choses. Vous savez, rapidement, j'ai déjà dit sur ce plateau que Talon fait aujourd'hui une réédition de compte. Et je savais que le conflit que j'avais en face, à l'époque, me demandait est-ce que c'est comme ça on fait une réédition de compte. Mais j'allais lui dire, est-ce qu'il y a un programme, est-ce que cela est écrit dans un livre qu'on fait une réédition de compte à telle période ou pas? C'est la question que je pose là-dessus. Si Patrice Talon, il fait la démarcation des choses, c'est vrai que pour ceux qui ne partagent pas les mêmes opinions que lui, ces derniers-là pourraient dire qu'il est en campagne. Mais en réalité, non. Il a dit qu'il reviendra leur parler de l'élection présidentielle. Donc aujourd'hui, ce sont ses réalisations. C'est vrai que d'une manière indirecte ou bien par ricochet, on pourrait estimer qu'il est en train de faire de campagne. Mais c'est pas. En tout cas, il est toujours président. Et donc c'est lui qui choisit son moment. Il peut même choisir la veille pour aller faire sa réédition des comptes. Ce qui est sûr, il est président de la République et donc il a sa stratégie. Ça dit qu'en janvier, le suspense aura été levé en janvier.
Oui, sur sa candidature à la présidentielle. Il a même dit qu'il a pris sa décision et donc on espère que d'ici janvier, comme il a dit, il va dire s'il sera candidat ou pas. En fait, est-ce qu'il y a encore un doute sur sa candidature? C'est moi, qu'il reviendra sur le terrain. Moi, je ne vais pas sur le terrain pour dire aux populations je ne suis pas candidat. Pourquoi moi je n'ai pas de doute? Je me rappelle, il y a des communes du département des Coccolines dans lesquelles les populations ont même demandé que leur doléance soit satisfaite dans la période 2021-2026. D'accord. Donc je me dis, si c'est ça, alors le chef de l'État, il sera président. Parce que si on le dit comme ça, il peut revenir là-dessus pour dire non. En 2021-2026, je ne serai pas là. Donc, vos doléances, c'est peut-être. Il n'a pas dit, donc c'est qu'il sera candidat. Oui, non, mais il sera candidat. En tout cas, selon les dits, quand vous faites les différents recoupements, vous allez remarquer qu'il n'y a aucun doute. En tout cas, son cataclysme. Très bien. Sujet numéro 2, j'ai prévu qu'on parle un peu de la CADHP, la Cour africaine des droits des peuples, qui a pris une décision ordonnant abrogation de la Constitution révisée de 1990 au Bénin. Comment vous accueillez cette information? Vous voyez, loin de la casquette, je dirais, donc de journaliste, avec ma casquette de juriste. Tout à fait. D'ailleurs. Cette décision-là, c'est une décision de plaisanterie. Permettez-moi de le dire de cette façon-là. La Cour africaine des droits de l'homme, dans sa décision, demande au Bénin, du moins, de procéder à l'abrogation de la révision de la Constitution. Or, elle dit qu'il n'a pas de consensus. Je vous dis quelque chose, je démontre très simplement. Patrice Talon a été candidat. Lorsqu'il était candidat dans son projet de société, il a prévu la révision de la Constitution. Premier élément. Et c'est sur la base de ce projet de société qu'il a été élu candidat. Ce qui veut dire que, à la base, il y a un consensus autour de cette réforme-là. Premier élément. Deuxième élément, on dit que ce consensus-là, il y a eu une constatation de la classe politique. Certains jouaient à la politique de la chaise vide, à la politique de l'Autriche. Maintenant, on dit encore qu'il faut passer par... il n'y a pas le critère de consensus. Je vais vous dire, la Cour, on voulait ériger le principe du critère de consensus là en principe à valeur constitutionnelle. Ce que la Cour de Robert Dossou n'a pas pu faire. Alors, ce principe-là, ils n'ont pas défini le critère de consensus. Comment on peut dire qu'il y a consensus ou pas? Il n'y a pas ce critère-là quelque part. Et donc, puisqu'on n'a pas ce critère-là dans nos tests, comment on peut dire qu'il y a consensus ou il n'y a pas? La Cour a estimé qu'il n'y a pas eu référendum, un peu comme en 90, il y a eu ce référendum-là. Comment se fait-il et donc, ce n'est que comme ça que la décision de révision de la Constitution aurait été consensuelle. Non. Quand les gens... Et la Cour allait plus loin en disant que l'Assemblée actuellement n'est pas représentée aussi bien par la minorité, par l'opposition que la mouvance. C'est les éléments que la Cour a utilisés. C'est une Cour africaine qui est en train, petit à petit, d'entrer dans son effritement. Permettez-moi de le dire. Vous savez, c'est comme s'il y a une cour des opposants. Et d'ailleurs, même ce qui m'a gêné dans cette décision, le requérant, c'est-à-dire, il a requis son anonymat. Moi, en tout cas, je n'ai pas pu lire. C'est-à-dire, je me suis refusé à un moment donné de lire les textes pour savoir est-ce qu'un requérant, c'est-à-dire au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, peut donc requérir sous anonymat. Pourquoi on refuse de donner le nom de la personne? C'est comique, quoi. Oui, c'est Gino, on y va rapidement sur cette question-là. Oui, la CADHP. Le ridicule ne tue pas en Afrique. Et cette Cour est peut-être dans son rôle. Le confrère l'a rappelé, c'est une Cour des opposants. Donc, vous allez voir, c'est à la veille des élections que cette Cour multiplie ces décisions qui ne sont pas respectées. Moi, je pense que cette Cour doit quand même essayer de nous distraire, parce que c'est une distraction, en fait, ça ne sera pas respecté. On envoie les décisions qui ne sont jamais respectées. Et je me dis aujourd'hui, quelle est la valeur de cette Cour africaine? Pourquoi a-t-on érigé cette Cour-là? Est-ce que l'Afrique a véritablement besoin, ou l'Afrique de l'Ouest a besoin de cette Cour? Vous allez voir, en Côte d'Ivoire, rien n'a été respecté. Aucune des décisions rendues par cette Cour n'a été respectée en Côte d'Ivoire. C'est une décision de l'Union africaine, en fait, de l'UA depuis 2006. Au Bénin, c'est la même chose, on ne respecte pas. Maintenant, la Cour est là, je ne sais pas, je ne comprends pas le fonctionnement de cette Cour-là. Il faut vous ne voulez pas dire que la Cour est un machin. Non, on a l'impression on peut croire à ce que vous dites. On peut qualifier cette Cour de ce que vous pensez, mais c'est réel en fait. Parce que moi je dis, pourquoi des juges vont se réunir et on dit, c'est sous anonymat, on ne donne même pas le nom de la personne. Non, et ça ne fait pas si sérieux quand même. Honnêtement, ils n'ont qu'à essayer de nous dire ça. De la même façon, vous voyez, cette Cour-là, en statuant sur les différents, en tout cas les différents cas qui ont été exposés.
moi je pense que si le Bénin a eu l'audace, vous savez, le jeu que le président, en tout cas je pourrais parler d'une supposée, je dis malice, du président Yaïboni a voulu quitter le pouvoir, parce que c'est à la fin de son mandat, à la fin de son départ, donc tout a été enclenché. C'est vrai que depuis Kérékoun 2, le processus a démarré, mais la finalisation c'est autant l'actuel gouvernement, pour montrer sa bonne foi, a voulu aller dedans pour que même les citoyens puissent saisir. C'est une erreur. Vous savez, d'ailleurs, même la notion de droit de l'homme là, c'est une notion à contenu variable. Il faut nécessairement qu'on nous circonscrive le champ des droits de l'homme. C'est comme la question de la... On parle aujourd'hui de la démocratie, chacun utilise la démocratie comme il veut, et il y a une démocratie de l'anarchie, il faudrait le dire, et chacun se met dedans. La notion de droit de l'homme là, c'est une notion qui trahit. Et donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'on ne va pas dans le périmètre de la notion de droit de l'homme, la Cour africaine des droits de l'homme se lèvera à chaque fois pour dire que ici, c'est comme si cette cour-là... Il y a plusieurs formes de démocratie. Il y a la démocratie de l'escafé, il y a de la pagaille, et je ne sais pas. Cette cour-là, c'est riche en juge électoral. Et en tout cas, je compte sur la Cour constitutionnelle béninoise. Vous savez, tout récemment, la Cour de justice de l'UEMOA a eu sa dose. Et donc, j'attends aussi une certaine décision de la Cour constitutionnelle béninoise. C'est quand même bizarre qu'une cour qui a une certaine vocation supranationale puisse être contestée par des cours nationales. Non, il faut voir l'ordre des différentes juridictions. C'est compliqué de toute façon. Si vous voulez, il y a un problème en la matière entre le juge interne et le juge supranational. Et donc, le classement, il faut voir les différents... Parce que pourquoi on arrive à demander, à ordonner au Bénin d'abroger, ça veut dire qu'il y a quelque chose. De toute façon, elle a dit pour les élections communales. Merci à vous, chers confrères, bienvenue à Gassagan, merci d'être passé. Merci également à vous, Serge Nolkoso. Merci, démocratie, tout ce que vous voulez. Café, pagaille et tout. Merci, c'est l'heure de suivre le journal télévisé.